Albert Camus, La chute. Chapitre 1. Puis-je, monsieur, vous proposer mes services, sans risquer d'être importun? Je crains que vous ne sachiez vous faire entendre de l'estimable Gorry qui préside aux destinées de cet établissement. Il ne parle, en effet, que le hollandais. À moins que vous ne m'autorisiez à plaider votre cause, il ne devinera pas que vous désirez du genièvre. Voilà, j'ose espérer qu'il m'a compris. Ce hochement de tête doit signifier qu'il se rend à mes arguments. Il y va, en effet. Il se hâte, avec une sage lenteur. Vous avez de la chance, il n'a pas grogné. Quand il refuse de servir, un grognement lui suffit. Personne n'insiste. Être roi de ses humeurs, c'est le privilège des grands animaux. Mais je me retire, monsieur, heureux de vous avoir obligé. Je vous remercie et j'accepterais si j'étais sûr de ne pas jouer les fâcheux. Vous êtes trop bon, j'installerai donc mon verre auprès du vôtre. Vous avez raison, son mutisme est assourdissant. C'est le silence des forêts primitives, chargées jusqu'à la gueule. Je m'étonne parfois de l'obstination que met mon taciturne ami à bouder les langues civilisées. Son métier consiste à recevoir les marins de toutes les nationalités dans ce bar d'Amsterdam, qu'il a appelé d'ailleurs, on ne sait pourquoi, Mexico City. Avec de tels devoirs, on peut craindre, ne pensez-vous pas, que son ignorance soit inconfortable? Imaginez l'homme de Cro-Magnon, pensionnaire à la tour de Babel. Il y souffrirait de dépaysement, au moins. Mais non, celui-ci ne sent pas son exil. Il va à son chemin, rien ne l'entame. Une des rares phrases que j'ai entendues de sa bouche proclamait que c'était à prendre ou à laisser. Que fallait-il prendre ou laisser? Sans doute notre ami lui-même. Je vous l'avouerai, je suis attiré par ces créatures tout d'une pièce. Quand on a beaucoup médité sur l'homme, par métier ou par vocation, il arrive qu'on éprouve de la nostalgie pour les primates. Ils n'ont pas, eux, d'arrière-pensée. Notre hôte, à vrai dire, en a quelques-unes, bien qu'il les nourrisse obscurément. À force de ne pas comprendre ce qu'on dit en sa présence, il a pris un caractère défiant. De là cet air de gravité ombrageuse, comme si il avait le soupçon, au moins, que quelque chose ne tournait pas rond entre les hommes. Cette disposition rend moins facile les discussions qui ne concernent pas son métier. Voyez, par exemple, au-dessus de sa tête, sur le mur du fond, ce rectangle vide qui marque la place d'un tableau décroché. Il y avait là, en effet, un tableau, et particulièrement intéressant, un vrai chef-d'œuvre. Eh bien, j'étais présent quand le maître de séance l'a reçu et quand il l'a cédé. Dans les deux cas, ce fut avec la même méfiance, après des semaines de rumination. Sur ce point, la société a gâté un peu, il faut le reconnaître, la franche simplicité de sa nature. Notez bien que je ne le juge pas. J'estime sa méfiance fondée et la partagerais volontiers si, comme vous le voyez, ma nature communicative ne s'y opposait pas. Je suis bavard, hélas, et me lie facilement. Bien que je sache garder les distances qui conviennent, toutes les occasions me sont bonnes. Quand je vivais en France, je ne pouvais rencontrer un homme d'esprit sans qu'aussitôt j'en fisse ma société. Ah, je vois que vous bronchez sur cet imparfait du subjonctif. J'avoue ma faiblesse pour ce mode, et pour le beau langage en général. Faiblesse que je me reproche, croyez-le. Je sais bien que le goût du linge fin ne suppose pas forcément qu'on ait les pieds sales. N'empêche, le style, comme la popeline, dissimule trop souvent de l'eczéma. Je m'en console en me disant qu'après tout, ceux qui bafouillent non plus ne sont pas purs. Mais oui, reprenons du genièvre. Ferez-vous un long séjour à Amsterdam? Belle ville, n'est-ce pas? Fascinante? Voilà un adjectif que je n'ai pas entendu depuis longtemps. Depuis que j'ai quitté Paris, justement, il y a des années de cela. Mais le cœur a sa mémoire, et je n'ai rien oublié de notre belle capitale, ni de ses quais. Paris est un vrai trompe-l'œil, un superbe décor habité par 4 millions de silhouettes. Près de 5 millions au dernier recensement. Allons, ils auront fait des petits. Je ne m'en étonnerai pas. Il m'a toujours semblé que nos concitoyens avaient deux fureurs,
les idées et la fornication, à tort et à travers, pour ainsi dire. Gardons-nous, d'ailleurs, de les condamner. Ils ne sont pas les seuls, toute l'Europe en est là. Je rêve parfois de ce que diront de nous les historiens futurs. Une phrase leur suffira pour l'homme moderne. Il forniquait et lisait des journaux. Après cette forte définition, le sujet sera, si j'ose dire, épuisé. Les Hollandais ? Oh non, ils sont beaucoup moins modernes. Ils ont le temps, regardez-les. Que font-ils ? Eh bien, ces messieurs-ci vivent du travail de ces dames-là. Ce sont d'ailleurs, mâles et femelles, de fort bourgeoises créatures, venues ici, comme d'habitude, par mythomanie ou par bêtise, par excès ou par manque d'imagination, en somme. De temps en temps, ces messieurs jouent du couteau ou du revolver. Mais ne croyez pas qu'ils y tiennent. Leur rôle l'exige, voilà tout, et ils meurent de peur en lâchant leur dernière cartouche. Ceci dit, je les trouve plus moraux que les autres, ceux qui tuent en famille à l'usure. N'avez-vous pas remarqué que notre société s'est organisée pour ce genre de liquidation ? Vous avez entendu parler, naturellement, de ces minuscules poissons de rivière brésiliens qui s'attaquent par milliers aux nageurs imprudents, le nettoient en quelques instants, à petite bouchée rapide, et n'en laissent qu'un squelette immaculé ? Eh bien, c'est ça, leur organisation. Voulez-vous d'une vie propre, comme tout le monde ? Vous dites oui, naturellement. Comment dire non ? D'accord, on va vous nettoyer. Voilà un métier, une famille, des loisirs organisés. Et les petites dents s'attaquent à la chair, jusqu'aux os. Mais je suis injuste, ce n'est pas leur organisation qu'il faut dire. Elle est la nôtre, après tout. C'est à qui nettoie l'autre. On nous apporte enfin notre genièvre. À votre prospérité. Oui, le gorille a ouvert la bouche pour m'appeler docteur. Dans ces pays, tout le monde est docteur ou professeur. Ils aiment à respecter par bonté et par modestie. Chez eux, du moins, la méchanceté n'est pas une institution nationale. Au demeurant, je ne suis pas médecin. Si vous voulez savoir, j'étais avocat avant de venir ici. Maintenant, je suis juge pénitent. Mais permettez-moi de me présenter. Jean-Baptiste de Clamence, pour vous servir. Heureux de vous connaître. Vous êtes sans doute dans les affaires. À peu près ? Excellente réponse, judicieuse aussi. Nous ne sommes qu'à peu près en toutes choses. Voyons, permettez-moi de jouer au détective. Vous avez à peu près mon âge, l'œil renseigné des quadragénaires qui ont à peu près fait le tour des choses. Vous êtes à peu près bien habillé, c'est-à-dire comme on l'est chez nous, et vous avez les mains lisses. Donc un bourgeois, à peu près. Mais un bourgeois raffiné. Broncher sur les imparfaits du subjonctif, en effet, prouve 2 fois votre culture, puisque vous les reconnaissez d'abord et qu'ils vous agacent ensuite. Enfin, je vous amuse, ce qui, sans vanité, suppose chez vous une certaine ouverture d'esprit. Vous êtes donc à peu près... Mais qu'importe. Les professions m'intéressent moins que les sectes. Permettez-moi de vous poser 2 questions, et n'y répondez que si vous ne les jugez pas indiscrètes. Possédez-vous des richesses ? Quelques-unes ? Bon. Les avez-vous partagées avec les pauvres ? Non. Vous êtes donc ce que j'appelle un sadducéen. Si vous n'avez pas pratiqué les Écritures, je reconnais que vous n'en serez pas plus avancé. Cela vous avance ? Vous connaissez donc les Écritures ? Décidément, vous m'intéressez. Quant à moi ? Eh bien, jugez vous-même. Par la taille, les épaules et ce visage dont on m'a souvent dit qu'il était farouche, j'aurais plutôt l'air d'un joueur de rugby, n'est-ce pas ? Mais si l'on en juge par la conversation, il me faut consentir un peu de raffinement. Le chameau qui a fourni le poil de mon par-dessus souffrait sans doute de la gale. En revanche, j'ai les ongles faits. Je suis renseigné, moi aussi. Et pourtant, je me confie à vous sans précaution, sur votre seule mine. Enfin, malgré mes bonnes manières et mon beau langage, je suis un habitué des bars à matelots du Zidique. Allons, ne cherchez plus.
Mon métier est double, voilà tout, comme la créature. Je vous l'ai déjà dit, je suis juge pénitent. Une seule chose est simple dans mon cas, je ne possède rien. Oui, j'ai été riche. Non, je n'ai rien partagé avec les autres. Qu'est-ce que cela prouve? Que j'étais aussi un Sadducéen. Oh, entendez-vous les sirènes du port? Il y aura du brouillard cette nuit sur le Zuiderzee. Vous partez déjà? Pardonnez-moi de vous avoir peut-être retenu. Avec votre permission, vous ne paierez pas. Vous êtes chez moi à Mexico. J'ai été particulièrement heureux de vous y accueillir. Je serai certainement ici demain, comme les autres soirs, et j'accepterai avec reconnaissance votre invitation. Votre chemin? Eh bien, mais verriez-vous un inconvénient, ce serait le plus simple, à ce que je vous accompagne jusqu'au port. De là, en contournant le quartier juif, vous trouverez ces belles avenues où défilent des tramways chargés de fleurs et de musique tonitruante. Votre hôtel est sur l'une d'elles, le Damrak. Après vous, je vous en prie. Moi, j'habite le quartier juif, ou ce qui s'appelait ainsi jusqu'au moment où nos frères hitlériens y sont fait de la place. Quel lessivage! 75 000 juifs déportés ou assassinés. C'est le nettoyage par le vide. J'admire cette application, cette méthodique patience. Quand on n'a pas de caractère, il faut bien se donner une méthode. Ici, elle a fait merveille, sans contredit. Et j'habite sur les lieux d'un des plus grands crimes de l'histoire. Peut-être est-ce cela qui m'aide à comprendre le gorille et sa méfiance. Je peux lutter ainsi contre cette pente de nature qui me porte irrésistiblement à la sympathie. Quand je vois une nouvelle tête, quelqu'un en moi sonne l'alarme. Ralentissez, danger. Même quand la sympathie est la plus forte, je suis sur mes gardes. Savez-vous que dans mon petit village, au cours d'une action de représailles, un officier allemand a courtoisement prié une vieille femme de bien vouloir choisir celui de ses 2 fils qui seraient fusillés comme otages. Choisir, imaginez-vous cela? Celui-là? Non, celui-ci. Et le voir partir. N'insistons pas. Mais croyez-moi, monsieur, toutes les surprises sont possibles. J'ai connu un corps pur qui refusait la méfiance. Il était pacifiste, libertaire. Il aimait d'un seul amour l'humanité entière et les bêtes. Une âme d'élite. Oui, cela est sûr. Eh bien, pendant les dernières guerres de religion en Europe, il s'était retiré à la campagne. Il avait écrit sur le seuil de sa maison « D'où que vous veniez, entrez et soyez les bienvenus ». Qui, selon vous, répondit à cette belle invitation? Des miliciens qui entrèrent comme chez eux et les tripèrent. Oh, pardon, madame. Elle n'a d'ailleurs rien compris. Tout ce monde, si tard, et malgré la pluie, qui n'a pas cessé depuis des jours. Heureusement, il y a le genièvre, la seule lueur dans ces ténèbres. Sentez-vous la lumière dorée, cuivrée qu'il met en vous? J'aime marcher à travers la ville, le soir, dans la chaleur du genièvre. Je marche des nuits durant, je rêve, ou je me parle interminablement. Comme ce soir, oui, et je crains de vous étourdir un peu. Merci, vous êtes courtois. Mais c'est le trop-plein. Dès que j'ouvre la bouche, les phrases coulent. Ce pays m'inspire, d'ailleurs. J'aime ce peuple, grouillant sur les trottoirs, coincé dans un petit espace de maisons et d'eau, cerné par des brumes, des terres froides, et la mer fumante comme une lessive. Je l'aime, car il est double. Il est ici, et il est ailleurs. Mais oui, à écouter leurs pas lourds, sur le pavé gras, à les voir passer pesément entre leurs boutiques, pleines de harengs dorés et de bijoux couleur de feuilles mortes, vous croyez sans doute qu'ils sont là, ce soir? Vous êtes comme tout le monde. Vous prenez ces braves gens pour une tribu de syndics et de marchands, comptant leurs écus avec leurs chances de vie éternelle, et dont le seul lyrisme consiste à prendre parfois, couverts de larges chapeaux, des leçons d'anatomie. Ils rêvent, la tête plongée dans leur nuée cuivrée. Ils roulent en rond, ils prient, somnambules dans l'encens doré de la brume. Ils ne sont plus là.
Ils sont partis à des milliers de kilomètres, vers Java, l'île lointaine. Ils prient ces dieux grimaçants de l'Indonésie dont ils ont garni toutes leurs vitrines, et qui errent en ce moment au-dessus de nous, avant de s'accrocher comme des singes somptueux aux enseignes et aux toits en escalier, pour rappeler à ces colons nostalgiques que la Hollande n'est pas seulement l'Europe des marchands, mais la mer qui mène à Cipango et à ces îles où les hommes meurent fous et heureux. Mais je me laisse aller, je plaide. Pardonnez-moi. L'habitude, monsieur, la vocation, le désir aussi où je suis de bien vous faire comprendre cette ville est le cœur des choses. Car nous sommes au cœur des choses. Avez-vous remarqué que les canaux concentriques d'Amsterdam ressemblent au cercle de l'enfer? L'enfer bourgeois, naturellement peuplé de mauvais rêves. Quand on arrive de l'extérieur, à mesure qu'on passe ces cercles, la vie, et donc ses crimes, devient plus épaisse, plus obscure. Ici, nous sommes dans le dernier cercle, le cercle des... Ah, vous savez cela. Diable, vous devenez plus difficile à classer. Mais vous comprenez alors pourquoi je puis dire que le centre des choses est ici, bien que nous nous trouvions à l'extrémité du continent. Un homme sensible comprend ces bizarreries. En tout cas, les lecteurs de journaux et les fornicateurs ne peuvent aller plus loin. Ils viennent de tous les coins de l'Europe et s'arrêtent autour de la mer intérieure. Sur la grève décolorée, ils écoutent les sirènes, cherchent en vain la silhouette des bateaux dans la brume, puis repassent les canaux et s'en retournent à travers la pluie. Transis, ils viennent demander, en toute langue, du genièvre à Mexico City. Là, je les attends. À demain donc, monsieur et cher compatriote. Non, vous trouverez maintenant votre chemin. Je vous quitte près de ce pont. Je ne passe jamais sur un pont la nuit. C'est la conséquence d'un vœu. Supposez, après tout, que quelqu'un se jette à l'eau. De deux choses l'une. Ou vous l'y suivez pour le repêcher, et, dans la saison froide, vous risquez le pire. Ou vous l'y abandonnez, et les plongeons rentrés laissent parfois d'étranges courbatures. Bonne nuit. Comment? Ces dames, derrière ces vitrines? Le rêve, monsieur. Le rêve à peu de frais. Le voyage aux Indes. Ces personnes se parfument aux épices. Vous entrez, elles tirent les rideaux, et la navigation commence. Les dieux descendent sur les corps nus et les îles des rives, démentes, coiffées d'une chevelure ébouriffée de palmiers sous le vent. Essayez.